Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur RTL TVI et de vous accueillir dans Dossier Tabou, votre tout nouveau magazine d'investigation. Au programme de notre premier numéro, l'intégration en Belgique est-elle un échec? Maroco-Beek, Molenbeek, Schaerbeek, Turco-Beek. Savez-vous que la moitié des Turcs qui vivent en Belgique vivent dans 9 communes seulement? Tu te sens belge ou est-ce que tu te sens turc d'abord? Je suis turc. Le communautarisme se développe-t-il? Peut-on encore parler de tout dans nos écoles? Ah ben là, c'est des statuts d'hommes nus, et en plus avec des phallus, donc forcément ça ne va pas. Donc c'est pervers. Et il y avait une grande mixité dans les écoles. Oui. Et maintenant, il y a beaucoup d'écoles ghetto. L'immigration, c'est une richesse pour notre société, mais c'est une richesse à gérer. Chômage, délinquance, statut de la femme sont encore des sujets tabous. Elle me dit qu'il y avait un patient marocain qui s'adresse à elle en lui disant « Mets ton voile, putain ». Malgré qu'on est dans un pays européen, c'est ça qui est triste. Nous ne pouvons pas vivre cette vie de liberté en tant que non-pratiquants. Ici, l'été dernier, des dizaines de bénévoles ont recouvert la Grande Place de Bruxelles avec un gigantesque tapis de fleurs. C'est l'une des nombreuses manifestations organisées en grande pompe pour célébrer le 50e anniversaire de l'immigration turque et marocaine en Belgique. Mais à l'époque, personne n'avait imaginé et donc prévu qu'un demi-siècle plus tard, ils seraient devenus si nombreux. Aujourd'hui, 430 000 personnes d'origine marocaine et 200 000 d'origine turque vivent dans notre royaume et la plupart sont nés ici. Maintenant que les pétales sont fanés, je vous propose d'aller voir si les tombereaux de fleurs qu'on a déversés sur l'émigration ne cacheraient pas aussi quelques cactus. À l'est du canal qui coupe Bruxelles en deux, pas difficile de trouver des personnes d'origine marocaine ou turque, notamment sur le très coloré marché de Molenbeek. Je peux vous poser une question? Vous êtes né en Belgique ou Non, je suis né au Maroc. vous êtes content en Belgique, vous vous plaisez bien? Je suis content, je suis très content, il n'y a pas de problème. C'est un pays où vous vous plaisez bien, la Belgique? Bien sûr, c'est un très très beau pays. Les gens, quand ils viennent échanger ou qu'ils cherchent mon échoppe, ils disent qu'il faut aller chez la Belge. Et qu'est-ce que vous trouvez de bien en Belgique? Il est bien, Pourquoi? il est bien Belgique. Qu'est-ce qu'il y a de bien en Belgique et qu'il n'y a pas au Maroc? Du tout. Qu'est-ce qui a changé ici depuis des années? Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Moi, quand je viens ici, je crois que je suis au Maroc. On ne parle plus le bruxellois. C'est emmerdant. Ce n'est plus Molenbeek, c'est Maroc-Beek maintenant, monsieur. Maroc-Beek. Quand vous mettez un mouton avec des cochons, on ne dit pas que les cochons sont racistes, on ne dit pas que le mouton est raciste. Ouais. Il faut savoir s'intégrer. Il faut que le mouton trouve sa place. Vous êtes un mouton et les Belges sont des cochons? Non, c'est un exemple, non. Ah bon? Non. Vous voulez qu'une fille vienne ici? D'accord. Allez, bonne journée. Merci, monsieur. Savoir s'intégrer, intégration, un mot à prendre avec des pincettes car il n'a pas pour tout le monde la même signification. Et si des dirigeants politiques critiquent l'intégration, pour les uns, ils sont courageux et pour les autres, ils font de l'électoralisme. Pour vous, l'intégration des étrangers est un échec? C'est un échec. C'est un échec. Si vous écoutez un étranger, il va vous dire « moi je ne me sens pas bien là ». Par contre, si vous écoutez quelqu'un d'origine belge, il va vous dire « je ne me sens plus bien chez moi ». Il faut qu'il s'adapte aussi au milieu belge, à la commune où il habite, au tissu social où il s'intègre. Il y a un véritable échec d'une politique d'intégration dans un certain nombre d'endroits. Apparemment, à l'ambassade du Maroc à Bruxelles, on n'est pas du tout du même avis, puisque l'ambassadeur a déclaré récemment, je le cite, « L'intégration de mes compatriotes en Belgique est exemplaire ». Depuis des semaines, nous demandons à pouvoir l'interviewer, notamment sur ce sujet, sans succès. Dommage, car nous aurions aimé lui demander ce qu'il pense de ceci. Bonsoir Majesté. Merci de recevoir cette sursette au Palais Royal à Rabat. Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer.
Le roi Hassan II du Maroc, décédé en 1999, était catégorique. Intégrer ces sujets dans un pays européen, ça ne peut pas marcher. Alors, avait-il raison ou prenait-il ses rêves pour des réalités? En tout cas, on doit constater que chez nous, il y a de multiples exemples d'intégration parfaitement réussie, quelques-uns parmi les plus connus. Fadila Lahanan, plusieurs fois ministre notamment de la Culture. Nabil Ben Yadir, réalisateur du film Les Barons. Nasser Chadli et Marwan Felani, deux stars de l'équipe des Diables Rouges. Sans oublier Hakim Darmouche qui présente le journal TV le plus regardé par les francophones de Belgique, etc., etc. Et puis, sans être connu, il y a des exemples qui n'en sont pas moins extraordinaires. Écoutez l'histoire incroyable de cette femme médecin qui a créé, il y a 25 ans à Saint-Gilles, la maison médicale Galilée. Elle m'a accueilli dans sa polyclinique et m'a présenté sa vieille maman. Ah, Ima. Bonjour Madame Bakiwi. Dites-moi, à part Afida, combien d'enfants vous avez eu? 14. 14. Et combien de filles, combien de garçons? 9 filles et 5 garçons, il y en a mort. Ah, il y en a qui est mort. Ouais. Et vous êtes venu en Belgique en quelle année? En 63. Et votre mari était déjà venu en Belgique à ce moment-là? 61. Ah oui. Il était manœuvre dans le bâtiment, c'est ça. Et le soir, il nettoyait les bureaux. Et quel âge avez-vous? On m'a pas dit quel âge, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Vous ne savez pas quand vous êtes né? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre fille qui a réussi comme ça? Je suis très content de mes filles et tout. Vous êtes fier? Normal. Et vous, docteur, vous n'êtes pas né en Belgique, vous êtes né au Maroc. Moi, je suis née au Maroc et je suis venue vers l'âge de 3 ans. Alors, par quel miracle la petite Afida a-t-elle réussi à devenir médecin? Au test PMS, on m'avait demandé ce que je voulais faire. J'ai dit que je voulais être médecin. Oui, Et à 12 ans, ça. Voilà, Oui. alors ils m'ont expliqué que c'était mieux d'être infirmière parce que les études de médecine, c'est long, c'est très cher. Et alors je suis allée dans une section technique aspirante en nursing. Où il n'y avait que des filles, c'est important. Il n'y avait que des filles. Parce que votre papa ne voulait pas que vous soyez avec des garçons. Non. J'ai travaillé à partir de 14 ans comme femme de ménage et puis à 15 ans comme serveuse. Pendant toutes vos études. Voilà, pendant 8 ans. Et puis alors à 18 ans, qu'est-ce que vous êtes dit? À 18 ans, je voulais quand même aller à l'université. Oui. C'était très difficile, vu que j'avais pas beaucoup de bagages. Oui. Alors j'ai passé d'abord un examen de maturité en biologie et chimie. Oui. Et puis alors j'ai fait la médecine à l'ULB. Et vous avez réussi? Oui, oui. Avec grande distinction. Oui. Les Bakiwi, c'est un véritable clan. Plusieurs sœurs et nièces du docteur travaillent dans sa maison médicale ainsi qu'au hammam qu'elle a ouvert juste à côté. Le cabinet de sa sœur Najat, qui est avocate, se trouve aussi ici. Et c'est une autre sœur qui en est la secrétaire. Est-ce que vous vous diriez que vous êtes bien intégré? Moi, j'ai le sentiment d'être bien intégrée, tout à fait. Et contrairement à votre sœur Afida, vous êtes née en Belgique, vous? Moi, je suis née à Bruxelles, à l'hôpital Saint-Pierre. Et donc vous êtes belge? Je me considère comme étant tout à fait belge, mais avec des origines maghrébines, hein, quand même. Le moins que l'on puisse dire des sœurs Bakiwi, c'est qu'elles sont volontaristes et solidaires. Leur devise pourrait être « Quand on veut, on peut ». Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes d'origine maghrébine, parfois deuxième, troisième génération, et qui rament, comme on dit, pour arriver dans la vie? Qu'est-ce que vous leur diriez? Il faut avoir beaucoup de volonté et de dire qu'on peut y arriver, même si on est d'origine maghrébine, on est issu de la deuxième génération, donc je pense qu'il y a moyen. S'ils ont un peu de volonté, je pense que tout le monde peut y arriver. Mais pas d'angélisme. Malgré tous ces beaux exemples d'intégration, il ne faut pas se voiler la face. Toutes les études concordent. Un demi-siècle après l'arrivée des premiers immigrés marocains et turcs en Belgique, c'est parmi leurs descendants qu'on trouve le plus grand nombre d'échecs scolaires, de chômeurs et de détenus dans nos prisons. Alors, face à un tel bilan, peut-on affirmer qu'en Belgique, l'intégration est un succès? Nous avons posé la question au Centre pour l'égalité des chances.
Au bout de 50 ans, la deuxième, la troisième génération a encore un retard de position dans l'enseignement, dans l'emploi, etc., et confronté à des difficultés. Et en ce sens, ça a été un échec parce qu'au moment où les personnes sont arrivées il y a 50 ans, il n'y a aucune politique d'intégration qui a été menée à ce moment-là. Donc la responsabilité des politiques est clairement Il y a une engagée. responsabilité des autorités publiques, c'est certain. Premier gros cactus de notre enquête, l'école. À tous les niveaux de l'enseignement, du fondamental au supérieur, ce sont les enfants issus de l'immigration qui cumulent le plus grand nombre de problèmes. Exemple, parmi les enfants ayant doublé au moins une fois à l'école primaire, il y a 20% de belgo-belges, 33% d'élèves issus de l'immigration et même 50% de Turcs. Depuis 5 décennies, les choses ont beaucoup changé. Mais à entendre le docteur Bakioui, elles se seraient plutôt aggravées. Quand moi j'allais à l'école, malgré tout, il n'y avait pas tous ces accumulations de problèmes socio-économiques qui touchent les jeunes actuellement. Et il y avait une grande mixité dans les écoles. Oui. Et maintenant, il y a beaucoup d'écoles ghetto. Et je crois que les difficultés pour les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus importantes que celles que nous, on a connues. Pourtant, les causes des handicaps scolaires des enfants de l'immigration sont archi connues depuis longtemps. Parents socialement défavorisés, méconnaissance de la langue et de la culture. Ici, à Forêt, on tente de pallier aux carences du système scolaire. Si je vous dis, ici, on compense le problème des écoles poubelles, vous êtes d'accord? Oui, c'est malheureusement une réalité. Certaines écoles voilà, regroupent tous des enfants qui sont en difficulté. Donc, comme voilà, je disais tout à l'heure, forcément, les professeurs sont submergés. Ils ne peuvent pas compenser ce manque. Et si tu n'avais pas l'école des devoirs, tu aurais du mal à faire tes devoirs tout seul? Ça dépend. Des devoirs, oui, des devoirs, non. Oui. Ça aide à réussir à l'école? Ouais, ça aide beaucoup. Est-ce que c'est normal que des ASBL doivent compenser en quelque sorte ce que l'école ne fait pas? Dans le meilleur des mondes, on dirait non. Oui. Mais malheureusement, beaucoup d'ASBL comblent le manque sur beaucoup de domaines et pas que sur l'école. Donc heureusement que les ASBL sont là. Oui. Et bon, je pense qu'au niveau de l'enseignement, oui, il y a des choses à revoir. Bien nécessaire ce genre d'initiative quand on sait que 74% des pères et 83% des mères de ces enfants n'ont pas dépassé l'enseignement secondaire inférieur. Le docteur Altay Manço, grand spécialiste de l'immigration, lui-même d'origine turque, est venu à RTL. Je lui ai demandé si la Belgique avait une responsabilité concernant ce très grand nombre d'échecs scolaires parmi les enfants d'immigrés. Quand on fait venir une population immigrée, on doit penser que ce ne sont pas seulement des bras, mais c'est des hommes qui viennent. Et les hommes viennent avec les femmes, et les femmes viennent avec les enfants, et ainsi de suite. Et donc, il faut accueillir les familles en tant que telles. Et l'école a raté son devoir à ce niveau-là. Je n'en veux pas aux enseignants qui font leur possible. Oui, oui. Ça, c'est sûr, c'est des héros. Mais je n'en veux quand même à une étroitesse d'esprit au niveau de pilotage de ce système scolaire. Mais la réussite ou l'échec scolaire à l'école est aussi fort influencé par le milieu familial. Écoutez 3 jeunes qui ont réussi un parcours scolaire sans faute. Le fait qu'on a déjà été poussé par nos parents, sachant que déjà des gens ont des difficultés à trouver un emploi avec un diplôme. Donc sans diplôme, c'est d'autant plus difficile. Donc ça nous force un peu à nous mettre un peu dans le bain des études. Tu as été très motivé par tes parents? Bien sûr. Mes parents m'ont beaucoup poussé à ça. Et j'ai aussi pris conscience très vite que l'école, c'était très important. À 2 pas de la célèbre basilique, cap sur l'Athénée royal de Kuckelberg. Très grand établissement scolaire de la communauté française en région bruxelloise, dans un quartier qui compte beaucoup de jeunes issus de l'immigration. Monsieur, la salle des professeurs. Merci beaucoup. Je vous en prie, entrez. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Madame Jacob organise un voyage à Londres pour tous les élèves de 3e année. Est-ce qu'il y a parfois des filles qui ne viennent pas parce que les parents ne veulent pas qu'elles quittent la maison plus d'un jour? L'année passée, j'ai dû insister pas mal pour certaines filles, oui. C'est vrai. Rassurer les parents? Rassurer au niveau de la nourriture, au niveau du logement, est-ce que les chambres sont mixtes, pas mixtes, et même culturellement parlant, est-ce qu'on respecte leur culture? Oui, tout ça, je dois les motiver. Quand on part plus qu'un jour, ça pose des problèmes, on se pose des questions. Souvent, c'est que les filles délogent. Je vais peut-être demander à Madame la Préfète, je vais sortir ici le journal d'aujourd'hui, mixité sociale à l'école, l'échec. C'est tout à fait faux à l'Athénée royal de Kuckelberg. Chez vous, c'est faux. Je vous le garantis.
On est représentatif de la société bruxelloise. Est-ce que vous avez beaucoup d'échecs ici? Est-ce que vous avez une population, beaucoup d'enfants d'immigrés ou Nous d'ex-immigrés? avons une population d'enfants d'immigrés, mais nous mettons tout en place, tant dans la relation pédagogique avec les parents que dans les heures de soutien, de remédiation, pour que les choses se passent bien. Combien d'enfants en moyenne suivent le cours de religion musulmane ici? La moitié. La moitié quand même? Je pense, oui. Est-ce que ça ne pose pas parfois des problèmes quand on parle par exemple du créationnisme? Absolument aucun. Je vous invite à aller filmer les murs de l'école. Hélas, cette belle fresque illustrant les théories de Darwin n'empêche pas certaines filles musulmanes de brosser le cours obligatoire de natation car elles ne veulent pas se montrer en maillot à la piscine. C'est ce que nous avons appris, mais en catimini. À ce stade-ci de l'émission, je dois vous faire part d'une inquiétude. Pour mon enquête, j'ai recueilli un grand nombre de confidences d'enseignants et de personnes issues de l'immigration. Hélas, très peu ont accepté d'en parler face caméra ou alors seulement de manière anonyme. Madame, vous êtes professeure d'histoire? Oui, dans un Athénée bruxellois. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez avec des enfants d'origine maghrébine ou musulmane? Eh bien, il faut savoir que dans mon établissement, il y a plus ou moins 85% d'élèves d'origine maghrébine. Oui. Et que les problèmes sont d'ordre, le premier, c'est le créationnisme. Donc l'homme ne descend pas du singe, c'est une aberration. C'est ce qu'ils disent? Tout à fait. Alors j'imagine que vous faites un peu d'histoire de l'art dans votre cours. Alors une chose comme ceci, qu'est-ce que ça provoque comme réaction? Pourquoi est-ce que je montre des femmes nues? C'est honteux. Et alors, je dois insister pour qu'on ne fasse pas de la censure, donc qu'on ne redessine pas des vêtements sur les statues ou sur les peintures. Au marqueur, quoi, voilà. Au marqueur, oui, parce que les parents ne peuvent pas voir ça. Oui. Et donc, on met des habits. Alors, vous avez aussi votre cours d'histoire, là, ça c'est le fascicule scolaire. Quel est le problème avec ça? Ah ben là, c'est des statues d'hommes nus, alors ce sont des hommes, et en plus avec des phallus, donc forcément ça ne va pas. Statues grecques. Des statues grecques. Insupportable. Insupportable, on voit des hommes nus. Ah oui. Donc c'est pervers. Le deuxième, c'est plutôt tout ce qui est homophobie. Dès que l'on voit deux hommes ou deux femmes sur un document, oui. C'est des PD, des guines. Oui. Le troisième, c'est plutôt d'ordre antisémite. Oui. Donc dès qu'on parle de la civilisation des Hébreux, c'est des sales juifs. Oui. Est-ce que vous êtes amer? Je suis triste parce que moi j'aime mon métier et je ne peux pas en parler comme je voudrais ou dire ce que je voudrais. Et vous avez l'impression que ça s'aggrave par rapport au début de votre carrière? Par rapport il y a 20 ans, oui. Nadia Geertz, maître assistante en philosophie, pour son livre « La neutralité n'est pas neutre », elle a recueilli de très nombreux témoignages de professeurs. Alors parfois, certains ne sont-ils pas amenés à devoir se censurer? C'est-à-dire que tant qu'on est dans une classe où il y a des musulmans, des athées, des catholiques, des juifs, enfin un petit peu de tout, finalement, il y a débat et les choses peuvent se passer, je crois, dans la plupart des cas, relativement bien. Malheureusement, ce que je constate, surtout à Bruxelles, c'est qu'il y a encore beaucoup trop d'écoles ghetto où se trouvent énormément d'enfants qui sont de confession musulmane et où là, évidemment, l'enseignant se retrouve parfois bien seul quand il s'agit de défendre certains principes et certaines valeurs. Exemple tout récent qui est loin d'être isolé. Après l'attentat de Paris à Charlie Hebdo, une enseignante de Bruxelles en parle avec ses élèves de professionnels. 14-15 ans, tous musulmans. Elle nous relit la lettre qu'elle nous a envoyée. Journée difficile aujourd'hui. J'ai préparé ma journée d'aujourd'hui comme jamais. J'ai amené des images de couverture de Charlie. J'appréhendais vraiment cette journée. La réaction de chacun était différente. Je félicite ceux qui, entrant en classe, m'ont fait part de leur horreur. D'autres sont entrés et m'ont dit « C'est bien fait ». Mais le problème, c'est le dernier cas. Ils n'étaient que deux, mais deux de trop à penser et à dire que c'était normal, mérité et légitime. Ce sont les mêmes à trouver que Hitler est un gars bien. Pour eux, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi dire, quel argument avancer. Je pense que c'est peine perdue. Et cela ne mérite pas d'être à l'école. Aujourd'hui, j'ai été aussi en colère et honteuse de ne pas oser dire tout ce que je pensais, pour ne pas heurter les croyances de la majorité. Parfois, c'est même déjà à l'école primaire que des enseignants ont des problèmes avec certains enfants musulmans. Un professeur de gymnastique. Les problèmes commencent à se poser en 5e, 6e année primaire, où là, la plupart des jeunes filles refusent de venir à la piscine. Pourquoi? Pour des raisons, j'imagine, religieuses, pour ne pas être avec les garçons, pour ne pas se montrer en maillot de bain.
Et donc, généralement, ces enfants ont un certificat médical les couvrant toute l'année. Il y a les exemptants d'éducation physique, enfin du cours de natation, durant toute l'année. Vous avez l'impression que c'est un certificat médical bidon, comme on dit? Ah, c'est certain. De complaisance. Ah oui, tout à fait. Et comme prof de gym, vous avez d'autres problèmes? Se déshabiller devient compliqué, avoir un short et une tenue adéquate est extrêmement compliqué. On a vu apparaître tout d'un coup les burkinis. Les burkinis? Les burkinis. C'est quoi les burkinis? C'est une espèce de maillot de bain qui couvre l'entièreté du corps. Ah bon? Qui est un collant, alors? C'est un coup, oui. Les burkinis? Un burkini, on appelle. C'est fréquent? C'est de plus en plus fréquent, mais c'est Les garçons et les filles ou non, les filles. Les filles. Doit-on parler de régression? En tout cas, il y a 25 ans, l'ancien roi du Maroc, Hassan II, n'exigeait pas autant de pudeur de ses filles quand elles faisaient du sport. Mes filles, on fait de la natation, on fait du basket en short, on joue au tennis en jupe de tennis, on tue le sport en matière à option. Mes sœurs, du temps de mon père, ma petite fille. Autre témoignage anonyme, une institutrice primaire. On invite les parents à parler, à discuter, mais en tout cas chez nous ils sont assez fermés. Hein. C'est oui. Comme ça, c'est la foi qui fait la loi. Nous, ça ne fonctionne pas comme ça et on se heurte. Donc pour éviter les soucis, ben, on en reste là. C'est l'âge, mais c'est comme ça.